Merci d'être sur la télévision. Là-bas, il pour le journal de ce jour, lundi 10 janvier 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Mali pour débuter ce journal. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, CEDEAO, sont sans pitié contre le Mali. En effet, la session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu donc le 9 janvier dernier à Accra, au Ghana, a pris de sévères sanctions contre les autorités de transition maliennes. Des sanctions qui se résument au gel des avoirs du Mali dans les banques de la CEDEAO et de la Banque centrale, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, entre autres. Des sanctions qui n'ont pas une réaction des autorités maliennes qui n'a pas tardé après l'annonce de ces sanctions par les chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO. Je vous propose de suivre la réaction donc, du gouvernement malien dans cet élément. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec stupéfaction les sanctions économiques et financières prises à l'encontre du Mali à l'issue des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 9 janvier 2022 à Accra, en République du Ghana. Ces mesures contrastent avec les efforts fournis par le gouvernement et sa disponibilité au dialogue en vue de trouver un compromis avec la CEDEAO sur le chronogramme des élections au Mali. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises à la fois par l'UEMOA et la CEDEAO, organisations pourtant fondées sur la solidarité et l'idéal panafricain. Curieusement, au moment où les forces armées maliennes engrangent des résultats spectaculaires dans la lutte contre le terrorisme, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'une décennie. Concernant l'UEMOA, un embargo décidé par les chefs d'État et de gouvernement, applicable à un État souverain, constitue une violation manifeste du traité de l'UEMOA et des statuts de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. En outre, le gel des avoirs d'un État, des entreprises publiques et parapubliques ne saurait être appliqué par la Banque centrale, qui reste un organe indépendant auquel chaque État membre a concédé son droit souverain d'émission. Concernant la CEDEAO, le gouvernement dénonce et rejette les décisions suivantes qui ne sont fondées sur aucun texte communautaire. La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension des transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO, le gel des avoirs de l'État malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO. Le gouvernement du Mali regrette que des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales aux desseins inavoués. Dans les heures à venir, le gouvernement du Mali prendra toutes les mesures nécessaires en vue de riposter à ces sanctions malencontreuses. Le gouvernement du Mali déplore le caractère inhumain de ces mesures qui viennent affecter les populations déjà durement éprouvées par la crise sécuritaire et la crise sanitaire, notamment celle de la Covid-19. Le gouvernement du Mali invite les populations au calme et à la retenue face à toute éventualité de déploiement de forces étrangères contre notre pays. Le gouvernement du Mali appelle les forces de défense et de sécurité, ainsi que la population, à redoubler de vigilance et à rester mobilisée. Le gouvernement du Mali appelle à la solidarité et à l'accompagnement des pays et institutions amis. D'ores et déjà, sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés.
le gouvernement du Mali tient à rassurer l'opinion nationale que des dispositions ont été prises pour assurer l'approvisionnement normal du pays par tous les moyens appropriés. Au regard des violations répétées des textes, principes et objectifs de ces organisations, le gouvernement du Mali tirera toutes les conséquences et se réserve le droit de réexaminer sa participation à ces entités. C'était là donc la réaction du gouvernement malien à la suite des conclusions du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenu hier dimanche à Accra, au Ghana. Les conclusions donc de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement hier de la CEDEAO, donc hier à Accra contre le Mali, a suscité la réaction de l'acteur de la société civile nigérienne Nuhu Mahamadou Arzika. Pour lui, les décisions prises à Accra n'engagent que les chefs d'État. Les Nigériens sont de cœur avec le peuple malien, a ajouté Nuhu Mahamadou Arzika, que je vous propose de suivre un extrait avant de le retrouver en partie magazine. Le peuple malien doit continuer à se renforcer sa cohésion, rester stoïque et imperturbable. Le peuple nigérien, comme les peuples de tous les pays de la CEDEAO, doivent soutenir le peuple malien. Nous devons soutenir le peuple malien, accompagner le peuple malien, désavouer ces chefs d'État pantins qui sont partis de manière illégale prendre des décisions qui sont des décisions illégales, contestables, critiquables, dénonçables, condamnables. Et c'est pour ça que nous considérons que l'espoir est permis. Quoi qu'ils disent, heureusement, l'Algérie est favorable. L'Algérie qui est un pays qui sait c'est quoi l'indépendance, qui sait c'est quoi la dignité, qui sait c'est quoi l'honneur, l'Algérie a dit clairement sa position par rapport à ça. Et nous estimons que si l'Algérie ouvre ses frontières, donc on ne peut pas étouffer le peuple malien. Si la Mauritanie n'est pas dans le jeu, et donc elle ouvre ses frontières, comment on appelle ça, donc la Mauritanie et le Maroc et tout le reste, ça veut dire que le problème est réglé. Et avec le couloir guinéen, parce que même la Guinée, vous avez vu, elle est suspendue. Si la Guinée est suspendue, donc il doit y avoir une sainte alliance des suspendus ou des rejetés de la CEDEAO ou en utilisant la Guinée et le Mali. La Guinée et le Mali peuvent s'entendre. Les deux chefs de la transition là, ils peuvent s'entendre pour organiser le couloir de passage pour ce qui concerne des marchandises qui doivent aller au Mali. Et la Guinée n'a aucune obligation à aller dans le sens de respecter des mesures illégales prises par des gens qui ont été amenés à accepter de les prendre tout en sachant que c'est illégal. Mais ils pensent qu'ils peuvent utiliser la force de façon totalement ridicule. Vous les avez entendus. Utiliser l'idée qu'on va mobiliser la force en attente. Doit-il porter la guerre au Mali? Ils vont porter la guerre au Mali? Ou bien ils pensent que le Mali c'est la Gambie? Ils pensent que le Mali c'est la Gambie? Pour qu'ils croient qu'ils peuvent menacer le Mali avec la force en attente. Alors on va voir le pays qui sera le premier acteur pour porter la guerre au Mali. Nous tous ici là, on va s'armer pour aller au Mali et faire la guerre contre tous ces gens-là. De l'intérieur même de nos pays, on fera cette guerre-là pour sauver le Mali. Je vous le dis et je vous le promets. Je vous donne un rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de cet entretien que nous a accordé Nuhu Mahamadou Arzika sur la situation au Mali avec la décision des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO hier à Accra, au Ghana. Le gel des avoirs du Mali dans les banques de l'espace CEDEAO et de la Banque centrale, la fermeture des frontières terrestres et aériennes ou encore l'embargo sur les échanges commerciaux. Quelles conséquences ces décisions de la CEDEAO pourraient engendrer au Mali? L'analyste économiste Soli Abdoulaye explique. Donc on a sanctionné et maintenant avec une plus vigoureuse main, on a sanctionné le Mali. Les sanctions, elles sont financières, elles sont économiques, elles sont comment on appelle ça, commerciales, elles sont politiques même, parce qu'il y a le rappel des différents ambassadeurs des pays de la CEDEAO pour consultation. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir des sanctions politiques même, à part économiques et financières. Donc, les sanctions financières, c'est que le Mali, vous savez, comme n'importe quel pays,
c'est un pays qui commerce avec d'autres pays, que ce soit africains ou non africains. Donc, le Mali dispose de l'argent dans ses comptes au niveau de certaines institutions financières, telles que la BCEAO particulièrement. Et le Mali a des sociétés publiques ou parapubliques, donc qui sont des sociétés mixtes, d'économie mixte, où il y a le privé et l'État, ou des sociétés où uniquement c'est l'État qui est là-dedans. Donc toutes ces sociétés ont aussi de l'argent dans des comptes bancaires, parce qu'elles commercent avec des pays de la sous-région. Alors, tous ces avoirs que l'État malien a, les avoirs qui lui permettent de faire des importations ou des exportations, donc à travers lesquels il règle ces différents échanges-là, en import ou en export, ces avoirs vont être gelés. N'est-ce pas? Les avoirs de ces sociétés qui sont dans des comptes, par exemple au Niger, en Côte d'Ivoire, ils vont être gelés. Donc une société qui a un besoin de payer quelque chose en Côte d'Ivoire, elle ne peut plus utiliser son argent qu'elle a dans des banques en Côte d'Ivoire pour importer au Mali parce qu'ils sont gelés. Voilà. Donc c'est ça. Alors maintenant, il y a aussi le commerce. Le commerce est interdit. Par exemple, moi, en tant que Nigérien, je n'ai pas le droit de commercer avec un Malien. Vous savez très bien que aujourd'hui, on peut prendre du riz, on peut prendre de l'huile pour amener au Mali. Mais c'est interdit. Déjà parce qu'il y a la fermeture des frontières terrestres et la fermeture des frontières aériennes. Donc il n'y a plus de commerce entre le Mali et les autres pays. Que ce soit commerce d'État à État, que ce soit commerce d'individu à individu ou d'État à des individus ou d'État à des sociétés. Rendez-vous dans notre édition de demain, mardi, pour suivre l'intégralité de cette analyse de l'économiste Soli Abdoulaye sur les conséquences économiques des décisions de la CEDEAO sur le Mali. Rendez-vous donc dans notre édition de demain. Autre aspect de cette édition, l'ONG Libo a offert ce matin un don d'équipement aux élèves du préscolaire de l'école Pays-Bas de Niamey. Une façon pour cette ONG d'apporter sa contribution et son soutien à cette école victime d'incendie. Vous vous rappelez donc en avril dernier, en avril 2021, où il y avait eu la mort de plusieurs élèves. Il s'agissait aussi pour cette ONG de mettre fin aux classes en paillotte. Voyons tout cela avec Asma Oseidou et Cheb Guissou. Contribuer à l'éducation des enfants en général et celle des élèves du jardin d'enfants de l'école Pays-Bas victimes d'incendie le 13 avril 2021 en particulier, tel est l'objectif principal visé à travers ce don en équipement initié par l'ONG Libo. Un don composé de chaises, de tables rondes et d'une armoire. Nous sommes venus aujourd'hui dans l'école Pays-Bas. Comme vous le savez, c'est une école qui a été victime d'incendie et il y a eu même des pertes en vies humaines. Aujourd'hui, nous sommes venus pour amener l'équipement d'une classe qui est constituée de 50 petites chaises, 5 tables bancs, une armoire et une chaise pour le maître. Mais en dehors de cela, l'ONG Libo a mis un programme en place pour voir dans la mesure du possible partout où nous avons initié, nous, des jardins d'enfants communautaires qui sont devenus aujourd'hui des jardins d'enfants publics, comment nous pouvons changer les classes paillotes en classes en matériaux définitifs. Et dans la commune rurale de Liboré, nous sommes déjà dans notre 6e classe que nous avons déjà construit et nous les avons équipés. Donc nous utilisons votre micro pour lancer un appel à l'endroit de tous les partenaires pour qu'ils essayent de voir dans la mesure du possible comment ils peuvent contribuer pour que de tels drames ne se répètent plus. Un geste hautement apprécié par les bénéficiaires qui ne cachent pas ses sentiments, mais aussi leur reconnaissance. La cérémonie qui nous réunit ce jour est symbolique. L'ONG Libo vient de doter notre jardin d'enfants d'un matériel important et d'une quantité suffisante.
C'est l'occasion pour moi de remercier l'ONG Libo pour cette contribution de très haute importance à l'endroit de la petite enfance qui se doit à être encadrée et éduquée. Merci encore, Monsieur le Président de l'ONG Libo. Il est à noter que cette initiative de l'ONG Libo a été rendue possible grâce à l'appui financier de son partenaire Pencil for Kids du Canada. Ainsi, pour aider davantage ces jeunes dans la réussite de l'éducation, les personnes de bonne volonté doivent emboîter le pas de l'ONG Libo, une ONG qui œuvre pour un développement global et durable. Depuis quelques semaines, la direction de la protection des femmes et des mineurs de la police nationale a entrepris une série de sensibilisations ici au niveau donc de la région de Niamey, où cette caravane a sillonné les 5 arrondissements communaux de Niamey. Il s'agissait pour les responsables de cette structure de la police nationale de sensibiliser les jeunes, notamment sur la délinquance juvénile dans les établissements scolaires. Il y avait aussi cette affaire de la prise de chicha par les jeunes à Niamey. Asma Ousseydou et Nasser Aboukarsele nous en disent plus. Très ému par cette séance de sensibilisation entreprise par la police nationale depuis plusieurs semaines sur la consommation de la chicha et l'utilisation abusive du téléphone portable ou la cybercriminalité, les personnes ciblées par cette action nous livrent leurs sentiments de satisfaction. Je trouve que ça a été une bonne idée de venir nous sensibiliser et puis les autres personnes, ça peut les aider à mieux s'améliorer sur des tas de trucs et autres. Pour ceux qui consomment, je les conseille d'arrêter vivement puisque c'est mieux pour eux, c'est quelque chose de bien pour eux d'arrêter et puis autre truc. Et pour ceux qui ne consomment pas, je les conseille de même pas commencer puisque c'est pas une bonne idée. Je tiens à les encourager de parler sur ça. Comment le fait d'utiliser le téléphone portable même, c'est pas bien du tout à l'école. C'est pas bon pour la santé. Vraiment, j'encourage pas ceux qui prennent de la drogue. Je les encourage de cesser. L'inspecteur de police Aboubakar Omar Hausa, à la tête de cette délégation de ce lundi, nous fait le point sur le thème de la journée. La sensibilisation sur la délinquance juvénile qui est causée par la consommation de certains stupéfiants tels que la chicha et les drogues. Ensuite, en dehors de ça, nous avons un autre phénomène, c'est celui de la cybercriminalité, l'usage abusif que les élèves font de leur portable. C'est dans ce cadre que nous sommes venus ce matin à l'école pour les sensibiliser par rapport à ces deux phénomènes. Les élèves ont été vraiment très attractifs, ils ont été attentifs au message que nous sommes venus leur apporter et surtout de par leurs questions qu'ils ont posées et qui ont eu des réponses. Pourquoi la sensibilisation? C'est parce que tout simplement nous avons constaté, les autorités de ce pays ont constaté qu'il y a trop de délinquance juvénile dans les écoles au niveau de notre jeunesse. C'est pourquoi nous sommes venus les sensibiliser et leur dire de changer de comportement. Il faut que les jeunes arrêtent de prendre la chicha, il faut que les jeunes arrêtent de prendre la drogue parce que la consommation de la chicha est nuisible à l'être humain. Pour rappel, cette série de sensibilisation sur la délinquance juvénile dans les écoles a sillonné 4 établissements scolaires, notamment des instituts de formation professionnelle et technique et des complexes scolaires privés de Niamey. Merci Assama Seydou. C'est l'une des mauvaises prestations des lutteurs des Zander. La 42e édition du Sabre national de lutte traditionnelle Niamey 2021 était un fiasco pour les représentants des Zander. Cette édition Zander qui a été éliminée de la course au sabre dès la 3e journée de compétition du jamais vu pour cette région qui fait quand même partie des régions du Niger où ce sport roi est beaucoup plus développé. Qu'est-ce qui n'a pas du tout marché au sein de l'écurie des Zander? Ben Salah Moussa nous éclaire davantage. 3e au plan national avec 9 sabres. Derrière Tawa et Maradi avec 10 sabres chacune. La région de Zander, incontestablement région du sport roi au Niger depuis 1975, l'année à laquelle le championnat national de lutte traditionnelle avait débuté. Dans le temps, tous les 10 lutteurs titulaires aspirent à être champions, sinon aller loin dans un championnat. Disons
Depuis 1990 jusqu'en 2010, 20 ans, Zander faisait la fierté et les lutteurs sont les maîtres des arènes. En dehors de Badamassi et Bala, il faut compter sur Ali Ali, Sani Nuhu ou Sani Kuba, ou un certain Chebo Mati ou encore Chabarou Ali, mais également Gambo Abdou ou Ibrahim Garji. Hélas, tous ces noms de véritables lutteurs de Zander sont tombés aujourd'hui comme un château de neige au soleil. Pour cette 42e édition de Niamey, Zander a été éliminé dès la 3e journée. Une grande première, voire du jamais vu dans l'histoire du championnat national. Une élimination inattendue de la part des milliers de Damagarawa, voire même des analystes, des amateurs et même les organisateurs de ces rendez-vous de Niamey. Les 10 lutteurs et les 5 réservistes sont carrément passés à côté. L'entraîneur des Zander et le président de la Ligue observent seulement cette série de défaites alignées de la région, notamment face à Niamey 8-2, 9-1 face à Dosso, 8-2 face à Tawa et 7-2 face à Maradi. Une véritable désillusion, humiliation et l'élimination précoce à la surprise générale de tous les amateurs de ce sport roi au Niger, vu la réputation du Damagram dans ce sport. Alors, question. Qui est à la base de cette élimination précoce de Zander dès la 3e journée? À l'entraîneur Bala Haruna, qui peut-être a du sentiment qui intervient dans la sélection des lutteurs, au président de la Ligue Jahar Oussani, incapable d'aller rechercher de vrais lutteurs dans la région, aux opérateurs économiques de n'avoir pas pensé à ces lutteurs de Zander dès le départ, aux autorités administratives et coutumières qui ne sont pas du tout impliquées pleinement pour la mise en jambe de la délégation de Zander, une chose sûre et certaine, le gouverneur de la région, Lawali Amadou Madougou, a du pain sur la planche. Dissoudre carrément la Ligue de Jahar Oussani, limoger l'entraîneur Bala Haruna, rien que pour cette mauvaise prestation de lutteur de Zander à Niamey, car Zander ne mérite pas ce traitement. Jahar Oussani, président de la Ligue, et Bala Haruna, entraîneur, doivent partir à lieu et place mettre de gens qu'il faut et reconstruire l'équipe de Zander dès à présent pour bien préparer la 43e édition de DIFA en 2023. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont lourdement sanctionné hier dimanche 9 janvier 2022 à Accra, le Mali, au sortir de leur session extraordinaire sur la situation au Mali. Des décisions mal vues par l'acteur de la société civile nigérienne Nuhu Mohamedou Arzika qui juge illégales ces décisions prises par la CEDEAO contre le Mali. C'est la partie magazine de ce journal. Très bonne réception. La CEDEAO, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, accepte de violer leurs propres textes, c'est-à-dire les textes de la CEDEAO, les textes de l'UEMOA, pour imaginer des mesures fantaisistes et parler au nom de la démocratie. Mais nous sommes des États de droit. L'État de droit, comme les conventions, les traités de ces genres d'organisations, c'est des conventions qui définissent de manière prévisible ce qui est possible d'être fait en cas de ceci ou de cela en termes de manquement. Mais les mesures qui sont venues à prendre, on sent qu'il y a plus le cœur dedans. C'est plus émotionnel. C'est comme si les gens sont là en train de jouer le jeu et de quelqu'un qui leur a dit ce qu'il veut. Et il faut qu'il se débrouille pour le satisfaire. Et c'est là au détriment des fondamentaux de base qui ont présidé à la création de ces communautés-là. On a bien dit communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, communauté, union monétaire ouest-africaine, et union économique et monétaire ouest-africaine. Ça veut dire que nos États ont accepté de créer un espace économique et monétaire à l'intérieur duquel nos différents pays, à travers ces différentes organisations, vont pouvoir et créer la synergie et la complémentarité qu'il faut pour dynamiser notre cadre économique.
et faire en sorte que nous puissions booster nos économies par cette forme de solidarité synergique qui soit mise en place. Mais aujourd'hui, on voit bien que de cette posture d'union économique ou de cadre économique, que pour renforcer nos économies, on passe à une autre étape où la CEDEAO devient tout simplement des institutions politiques. C'est même trop dire que de l'appeler syndicat. C'est pas un syndicat, c'est encore sérieux. Un syndicat a des principes. Un syndicat, il y a une éthique dans le militantisme, dans l'action syndicale. Ici, là, c'est du banditisme d'État qui s'organise à travers des chefs d'État ou des faisant fonction des chefs d'État. C'est du banditisme d'État. Lorsque les gens s'égarent pour refuser de respecter les lois de leur pays et respecter les lois, les textes de la CEDEAO et de l'UEMOA, et croire qu'ils peuvent, eux, à leur niveau, de manière émotionnelle, prendre des décisions aussi graves que celles qui consistent à punir un peuple. Parce que c'est pas les autorités de la transition malienne qu'on a, c'est le peuple malien. Ils ont même eu la chance de voir qu'il y a quelques jours, il y a même eu ces assises nationales de la refondation où on a vu qu'il y a eu tout le monde qui s'est mobilisé autour de ça. On a écouté, on a suivi ça de long à large. Donc on ne peut plus dire aujourd'hui que c'est uniquement l'affaire de comment on appelle ça, des seules autorités militaires de la transition. Et puis en plus, quand vous entendez les gens craindre qu'il y ait un régime de transition qui va durer plus longtemps ou qui n'est pas un régime démocratique et républicain. Mais lequel de ces régimes dans tous ces pays est démocratique? Qui d'entre eux n'a pas volé ces élections? Qui n'a pas organisé la tricherie électorale? Qui a été honnête et sincère pour organiser et respecter les textes de son pays dans l'organisation des élections? C'est Ouattara qui va dire ça? Ou bien c'est ici au Niger on va le dire? Ou bien c'est dans quel pays on va le dire? Où on va dire qu'on est véritablement démocratiquement élu et légitimement élu du peuple et qu'on considère qu'on est là en bon démocrate, en bon républicain, en train de présider aux destinées de son pays sur la base des lois de son pays. Et aussi, naturellement, quand on est un démocrate, un républicain, on a un comportement du respect de la légalité. Parce que la République, c'est la légalité. C'est le respect des textes. C'est connaître les textes et les respecter. Ici, on voit bien que dans ce qui est en train de se passer, les gens ont mis totalement de côté les textes et ils ont décidé ce qu'ils veulent. Imaginez aujourd'hui, on provoque une réunion au niveau de l'UEMOA. Où est-ce que dans l'UEMOA, il y a une prérogative qui permet de faire ce qu'ils ont envisagé de faire? Et comme pour pouvoir aller à la sanction financière, et qui a été inventée de manière abusive par qui on sait. Parce qu'à l'époque, quand Sarkozy avait organisé son coup de force contre le peuple ivoirien, contre la Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu, pour pouvoir faire partir Gbagbo, qui n'était plus en odeur de sainteté vis-à-vis d'eux, alors ça a été facile. Comme c'est le franc CFA, c'est eux qui le régentent, c'est eux qui le fabriquent, la CEDEAO et disons la BCEAO et toutes les autres, c'est eux qui jouent un rôle éminemment important dans la détermination de notre politique monétaire. Alors ils ont abusé de cette position et ils ont eu affaire à des chefs d'État pantins qui ont accepté que ça soit fait comme ça, qu'on vienne agresser un pays membre de l'UEMOA, un pays membre de la CEDEAO, fût-il la France, que la France vienne faire ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire en 2011 et on n'a pas eu de réaction. C'est exactement comme d'ailleurs on a vu quand la France a provoqué, le même Sarkozy a provoqué ce qu'il a fait en Libye pour aller assassiner Kadhafi pour des raisons évidentes désormais, que ce soit l'Union africaine, la CEDEAO ou je sais pas, ou l'Union du Maghreb arabe, tous se sont mis au garde à vous et ils ont laissé faire. Ils ont vu les choses venir, ils ont laissé faire. Et aujourd'hui, nous devons quand même comprendre que ce n'est plus l'heure du temps où les gens vont imaginer qu'ils peuvent décider
de vouloir continuer à croire que nous sommes sous la colonisation, et qu'on doit continuer à accepter que c'est la France qui va nous dicter la conduite à tenir et que nos chefs d'État acceptent de jouer ce jeu-là de manière aussi triste, aussi lamentable. Et aujourd'hui, ces pantins de chefs d'État se sont regroupés et pour exécuter le vœu du petit Macron qui leur a demandé ça et qu'ils ont accepté de torpiller notamment les textes de la CEDEAO et de l'UEMOA pour aller dans le sens de ces mesures qu'ils ont imaginées à leur niveau. Mais c'est normal qu'au niveau du Mali, qu'ils puissent avoir comment on appelle ça, des mesures conservatoires, des solutions, qu'ils puissent avoir comment on appelle ça, qu'ils puissent prendre leurs responsabilités, qu'ils puissent ne pas se laisser surprendre et qu'ils puissent se donner les moyens de voir comment ils vont se comporter. Mais ce que nous disons et ce que nous souhaitons, c'est que les peuples africains, les peuples de nos pays de la CEDEAO, qui ne puissent pas se laisser aller à cette voie d'action illégale. Elle est illégale, je dis bien, elle est illégale. Les mesures de cette conférence des chefs d'État, que ce soit celle de l'UEMOA ou de la CEDEAO, restent illégales au vu de nos textes. C'est-à-dire au vu des textes de la CEDEAO, au vu des textes comment on appelle ça, de l'UEMOA. En vertu de quoi? Vous êtes en train de plaider pour la démocratie et vous violez les textes comme vous êtes tous habitués à le faire, chacun dans vos pays respectifs. Et vous considérez que c'est en agissant comme ça que vous allez considérer que vous êtes mieux placé que des militaires qui viennent, qui vont essayer de parachever une lutte citoyenne comme celle du Mali. Tout le monde sait que le Mali, c'est le peuple qui s'est mobilisé. La situation du Mali n'est totalement pas la même chose que celle d'autres pays. Et on a vu ce qui s'est passé, ils sont partis le soutenir, ce qui s'est passé au Tchad. On a bien vu ce qui s'est passé au Tchad, parce que la France veut que ça soit comme ça, voilà ce qu'on a fait. On a vu ce que la France, quand elle voulait que comment on appelle ça, ce vieux Rocco de Ouattara reste pour un troisième mandat, c'est eux-mêmes qui se sont mis devant pour le pousser à ça. Pour qu'il puisse rester parce qu'ils ont besoin de l'utiliser comme instrument qui va faire leur jeu par rapport justement à la chose la plus importante qui est la monnaie. Il doit jouer le rôle qu'il doit jouer, le rôle de bâtardise qu'il a commencé à faire et depuis 2019, parce que comme vous le savez, en 2019, un an avant la fin de la convention, la durée de la convention qui a créé le franc CFA, elle date du 26 décembre 1945. Et après 75 ans, jour pour jour, c'est fini. Et les 75 ans, c'est le 26 décembre 2020. Donc un an avant, en décembre 2019, Macron est parti là-bas en Côte d'Ivoire avec comment il s'appelle, Ouattara. Ils ont torpillé le projet même de la CEDEAO qui voulait faire monnaie unique au nom de l'ECO. Ils sont partis. Maintenant, il a fait comment on appelle ça, d'une pierre deux coups. En décidant que le CFA ne va plus s'appeler le CFA à partir de la date qu'ils ont indiquée, ça veut dire qu'ils ont respecté la convention. La convention qui dit que le franc CFA, il a une durée de vie de 75 ans. Maintenant, en changeant de nom, en dessinant un moratoire, eux-mêmes, unilatéralement, c'est la France qui a décidé unilatéralement, comme si on était encore sous l'empire de la colonisation en 1945. Mais on n'est plus en 1945. Nous sommes désormais des pays indépendants. Depuis 1960, nous sommes des républiques indépendantes. Chaque pays est censé avoir son autonomie, et sa politique monétaire, sa politique économique. Même s'il décide de s'unir aux autres, ça ne peut être que volontairement, avec un esprit souverain, un esprit indépendant. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, les chefs d'État là, et de l'UEMOA là, ils savent que ce problème-là existe. Au lieu de s'intéresser à ce sujet important, ils vont venir pour dire non, c'est à eux de décider qu'ils ne sont pas d'accord, qu'on ne peut pas faire une transition jusqu'à 5 ans. Ils ne sont pas d'accord, c'est inacceptable, c'est inadmissible. C'est eux le peuple malien. Alors que tout le monde a vu, c'est une volonté du peuple malien. Il y a combien de manifestations qu'on est en train de faire aujourd'hui au Mali pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la transition? Qui a organisé une manifestation pour dire qu'il n'est pas d'accord avec la transition telle qu'elle entre? Les quelques personnes là, tout le monde a vu, on a appris que, comment il s'appelle, Macron a donné 23 millions
d'euros pour donner à certains leaders politiques, certains leaders d'opinion, pour qu'ils puissent créer la bruit qui devait amener à torpiller la décision des autorités de la transition qui ont considéré qu'il faut qu'ils changent de fusil d'épaule et qu'ils ne puissent plus continuer à croire à cette France-là qui a décidé de les faire abandon en plein vol et qui a décidé maintenant de continuer à soutenir les terroristes et à renforcer et appuyer les terroristes pour que le terrorisme continue à se développer dans notre sous-région, dans notre espace Sahel et même au-delà du Sahel aujourd'hui. C'est en train d'aller, vous avez vu même le Bénin est touché, bientôt c'est le Togo, parce qu'il a déjà dit, sa volonté c'est de faire en sorte qu'il puisse porter cette guerre-là, ce terrorisme-là au niveau du Golfe de Guinée. Le Golfe de Guinée, c'est tous les pays, donc c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est le Ghana, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Guinée, la Sierra Leone et tous les autres. C'est ça le Golfe de Guinée. Dès que nous avons appris cette mesure inacceptable, illégale, je dis bien, elle est illégale. Et elle est prise par des chefs d'État à peu près, entre parenthèses. Tous, ils sont des chefs d'État à peu près. Il n'y a personne d'entre eux qui est un vrai président dans son pays et respectueux de ses propres textes. Il n'y a personne d'entre eux qui n'est pas en train de faire, dont le peuple n'est pas en train de se plaindre. Tout le monde a vu l'année dernière au Sénégal. Au Sénégal, elle qui est la plus vieille république, la plus vieille démocratie, si on peut le dire comme ça. Hein? Et qui n'ont jamais peut-être eu ces interventions militaires dans leur pays. Mais on a vu ce qui s'est passé l'année dernière. Vous avez bien vu. Ça veut dire que même Macky Sall n'a pas de mots. Les gens l'ont vomi. Le peuple a vomi individuellement tous ces gens. Le fameux Ambalo, tout le monde connaît dans quelles conditions il est arrivé à être imposé par la CEDEAO. Donc ce n'est pas qu'il est adulé ou accepté par son peuple. Et c'est valable pour tous les autres. Et donc, de ce point de vue, notre peuple doit être conscient des enjeux et des enjeux autour de cette question-là. Cette question, ce n'est pas une décision légale, légitime de la CEDEAO. Ça ne correspond pas aux dispositions de la CEDEAO, aux mesures de sanctions prévues par la CEDEAO, prévues par l'UEMOA. C'est un abus. On veut faire du gangstérisme. On veut imposer par la force une volonté qui consiste à vouloir forcer le peuple malien à continuer de subir l'injustice gravissime que la France est en train de lui causer. Parce que tout le monde se rappelle que c'est la France qui est responsable de toute la pagaille et le désordre qui est en train de s'établir au Mali d'abord et ensuite dans nos pays. Parce que tout le monde se rappelle que c'est la France sous Sarkozy qui a organisé l'assassinat de Kadhafi. C'est la France qui a pris des éléments en Libye pour dire qu'il les organise en MLA et qu'il doit venir trouver un espace territorial dans le territoire du Mali pour constituer une nouvelle république qu'ils appellent la république de l'Azawad. Ensuite, c'est la France qui a mobilisé tous ces djihadistes-là qui sont partis depuis l'Afghanistan les prendre pour les amener. Ils ont constitué Moujao, Ansardine et autres pour être dans la position de semer le désordre. Parce que leur objectif, ce n'est pas nous qui les intéressons. Ce n'est pas les citoyens qui sont là-dedans. C'est le territoire qu'ils veulent. C'est les terres là. Nos terres, ils veulent l'Afrique sans nous. Ils ont compris que nous, l'Afrique est un continent d'avenir et l'Afrique est un continent riche. L'Afrique a tout pour continuer à se développer et ils savent que tout ce qu'ils ont fait depuis la nuit des temps maintenant il est en train d'arriver à la fin. Et nous, les Africains que nous sommes, les gens sont en train de prendre conscience. Les gens sont en train de comprendre les choses. Les gens la prise de conscience est en train de gagner du terrain. Et ils savent que plus on avance, plus personne d'entre eux ne peut nous rattraper. Et c'est pour ça qu'ils cherchent à nous étouffer. Et pour le faire, ils ont quelques complices locaux qui acceptent de faire leur jeu. Et qui acceptent de faire comme Ouattara a fait l'histoire qui est là par rapport au franc CFA. Il torpille cette volonté-là en sachant très bien qu'à travers la monnaie, c'est une monnaie d'asservissement. Ça veut dire que tout ce que nous faisons comme effort, comme sacrifice dans nos pays, ils tirent leur marron du feu à partir de la monnaie qu'ils fabriquent pour nous. Ils mettent ce qu'ils veulent, ils envoient la quantité qu'ils veulent, ils fabriquent ce qu'ils veulent. Ils viennent prendre chez nous les biens qu'ils veulent. Maintenant, que faire? Le peuple malien doit continuer à se
renforcer sa cohésion, rester stoïque et imperturbable. Le peuple nigérien, comme les peuples de tous les pays de la CEDEAO, doivent soutenir le peuple malien. Nous devons soutenir le peuple malien, accompagner le peuple malien, désavouer ces chefs d'État pantins qui sont partis de manière illégale prendre des décisions qui sont des décisions illégales, contestables, critiquables, dénonçables, condamnables. Et c'est pour ça que nous considérons que l'espoir est permis. Quoi qu'ils disent, heureusement, l'Algérie est favorable. L'Algérie qui est un pays qui sait c'est quoi l'indépendance, qui sait c'est quoi la dignité, qui sait c'est quoi l'honneur, l'Algérie a dit clairement sa position par rapport à ça. Et nous estimons que si l'Algérie ouvre ses frontières, donc on ne peut pas étouffer le peuple malien. Si la Mauritanie n'est pas dans le jeu, et donc elle ouvre ses frontières, comment on appelle ça, donc la Mauritanie et le Maroc et tout le reste, ça veut dire que le problème est réglé. Et avec le couloir guinéen, parce que même la Guinée, vous avez vu, elle est suspendue. Si la Guinée est suspendue, donc il doit y avoir une sainte alliance des suspendus ou des rejetés de la CEDEAO ou en utilisant la Guinée et le Mali. La Guinée et le Mali peuvent s'entendre. Les deux chefs de la transition là, ils peuvent s'entendre pour organiser le couloir de passage pour ce qui concerne des marchandises qui doivent aller au Mali. Et la Guinée n'a aucune obligation à aller dans le sens de respecter des mesures illégales prises par des gens qui ont été amenés à accepter de les prendre tout en sachant que c'est illégal. Mais ils pensent qu'ils peuvent utiliser la force de façon totalement ridicule. Vous les avez entendus. Utiliser l'idée qu'on va mobiliser la force en attente. Doit-il porter la guerre au Mali? Ils vont porter la guerre au Mali? Ou bien ils pensent que le Mali c'est la Gambie? Ils pensent que le Mali c'est la Gambie? Pour qu'ils croient qu'ils peuvent menacer le Mali avec la force en attente. Alors on va voir le pays qui sera le premier acteur pour porter la guerre au Mali. Nous tous ici là, on va s'armer pour aller au Mali et faire la guerre contre tous ces gens-là. De l'intérieur même de nos pays, on fera cette guerre-là pour sauver le Mali. Je vous le dis et je vous le promets.